J'ai failli être en retard. Et parce que je suis venu en deux bœufs. En deux bœufs. Non, parce que en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors j'ai troqué ma 2 chevaux contre une 2 bœufs. Vous l'avez peut-être vu devant le studio, c'est une 2 bœufs blancs tachés de roux. Alors, quand on me dit « Qu'est-ce que vous avez comme voiture ?» J'ai une 2 bœufs. Alors les gens sont surpris parce qu'ils s'attendent à me voir arriver en Rolls-Royce, l'artiste. Alors quand ils me voient arriver en 2 bœufs, ils sont déçus. Alors les réflexions des gens. Tiens, là la paire de bœufs du père de veau. Ça fait mal, ça fait mal. Sur mon passage, les colibets, les mamans à leurs petits. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Alors les enfants, sauf qui peut. Parce qu'une 2 bœufs, ça pose des problèmes. Exemple, un feu rouge, une 2 chevaux s'arrête, pas une 2 bœufs. Et ben forcément, le rouge, ça les excite, alors ils foncent. Et quand c'est vert, ils broutent. Alors pour faire repartir une 2 bœufs qui broute, ça fait bœuf, bœuf, bœuf. Cet après-midi, sur mon passage, il y a un irresponsable qui a crié « Suivez le bœuf ». Ah ben, il y a un tas de gens qui ont suivi avec des pancartes où il est marqué « Mort aux vaches » dessus. Pour corser le tout, il y avait une affiche de la vache qui rit. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des bœufs. Est-ce qu'ils ont cru que la vache se foutait d'eux? Ils ont foncé dans le panneau tête baissée et pour retenir une 2 bœufs. Parce qu'un bœuf, c'est comme un bulldozer, ça enfonce tout. Et encore un bulldozer, vous pouvez l'arrêter. Vous n'avez qu'à couper l'arrivée d'essence, il n'y a qu'à couper. Mais un bœuf, qu'est-ce que vous voulez couper? Il l'est déjà. Il faut bien rire un peu. Il faut bien rire un peu. À propos du rire, il faut tout de même que je vous le dise parce que c'est important. Parce que le rire, comme chacun sait ou ne sait pas, le rire, c'est une énergie contenue qui... Il n'y a pas de quoi rire. C'est une énergie contenue qui se libère rapidement. Bon. Et en se libérant, elle fait vibrer les muscles les plus vulnérables, les plus fragiles, qui se trouvent être des zygomatiques. Alors, ça y est. Exactement, bravo, monsieur. Eh bien, supposez que les muscles fessiers... Eh bien, c'est les fessiers, ce qu'on appelle les fessiers. Soient plus vulnérables que les zygomatiques, eh bien, on rirait comme ça. On l'a échappé belle. Vous voyez toute une salle qui rit? Désopilant. Je pouffe. Un rire crispé, ça ferait... Oui, enfin... Rire aux éclats, je vois pas très bien à quoi ça correspond, alors là... On l'a échappé belle, tout de même. Attention, nos ancêtres riaient comme ça, nos ancêtres. Les primitifs, ils riaient comme ça. L'homme des cavernes, le rire caverneux. Non, ça n'a rien à voir. Mais les primitifs, ils riaient. Je n'ai rien contre les primitifs. Oh, je n'ai rien contre les primitifs, ils ont tout inventé. Ils ont tout inventé. La pierre taillée, qui est-ce qui a inventé la pierre taillée? Un primitif. Le feu! Qui a inventé le feu? Un primitif. C'était peut-être l'innocent du village. Alors un jour, il a pris 2 pierres, une dans chaque main, aux innocents les mains pleines. Alors il a frotté une pierre l'une contre l'autre, comme ça. Ça a tout de suite fait des étincelles. Alors le chef, un primitif aussi, le chef. Primitif, mais chef. Tout d'abord, il a vu que du feu. C'est-à-dire qu'il a vu que de la fumée, mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, il a dit, allez chercher le sorcier. Alors le sorcier est arrivé, un sacré primitif. Il y avait des primitifs à l'époque avec ça, il y avait des primitifs. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors le chef a dit, c'est l'innocent. Il a dit à l'innocent, allez, refais devant le sorcier ce que tu nous as fait. Alors l'innocent, avec ses 2 petites pierres, zim, zim, il a refait une petite flambée. Alors le sorcier a dit, feu de Dieu. Ça sent le roussi. Il a joué avec les amulettes.
Il faut le brûler. Alors le chef a dit, avec quoi? Et l'autre innocent, il a dit, avec ça. Et il a mis le feu au bûcher qu'on venait de dresser pour lui. Alors autour du bûcher, les primitifs, ils se tapaient le derrière par terre. Alors les réflexions qu'il devait se faire... oh ben heureusement qu'il n'a pas inventé la poudre. Parce qu'en plus de le brûler, il aurait fallu le faire sauter. Alors il y en a un qui devait se taper le derrière plus fort que les autres. Ça lui a durci les fessiers. Les fessiers sont devenus moins vulnérables que les zygomatiques. Le rire lui est monté à la gorge et il a fait... Il avait inventé le rire. Pas bon, ça? Ils ont tout inventé. Tout. Primitifs. Les primitifs ont tout inventé. La roue. La roue. La roue, l'aiguille, le fusain. C'est tout de même un primitif qui est le premier à dessiner sur la paroi de la caverne bison futé. Avec des flèches. Ou la vache qui rit. Ils ont tout inventé, les primitifs, tout. Et moi qui suis évolué. Si. Qu'ai-je inventé? Ah bah si, tout de même, parce que tout de même l'histoire telle que je viens de vous la conter, c'est moi qui l'ai inventée. On ne rit plus comme avant. Écoutez, en venant ici, j'ai vu, dans la rue, j'ai vu choir un type. J'ai vu un type choir, vous savez. Ça ne m'a pas fait rire. Non, écoutez, avant, quand je voyais choir un type, je m'esclaffais. Et là, c'est tout juste si je ne suis pas allé lui dire, est-ce que vous vous êtes fait mal? Il faut dire qu'il avait mal chu. Hein. Bon, parce que maintenant, les gens ne savent plus choir. Quand ils choient tristes. Les gens ne savent plus choir, ils savent s'asseoir. Oui, mais pour choir, ils ne savent pas choir. Ils s'imaginent que choir, c'est des choirs. Choir n'est pas des choirs. Un homme qui a chu n'est pas déchu. À condition qu'il choie bien. Comme disait mon père, où que tu chois bien. Parce que mon père, il savait ce que c'était que de choir. Il avait été auguste de soirée, sous un chapiteau. Il n'avait pas mal chu dans la sciure. Alors, il aurait voulu que je choie mieux que lui. Alors tout petit, il me faisait choir comme ça, de ses genoux. Il m'incitait à choir. Allez, choix, mon chou dans la suture. Qu'est-ce qu'il a pu me faire choir? Non seulement il me faisait choir chez moi, mais il m'envoyait choir chez les autres. Et oh! Ah, c'est pas qu'on choit mal chez les autres, mais on choit mieux chez soi. Ben parce qu'on choit sans retenue. On choit pour soi. Tandis que chez les autres, avant de choir, il faut mettre des gants. Permettez que je choie ici, boum. Ou bien préférez-vous que je sois là, boum. Alors quand on a toujours chu dans la sciure, et que soudainement il faut choir sur le tapis, on ne choit pas dans son élément. On choit plus haut que son rang. Alors, réflexion, il manque de savoir choir. Vous avez vu comme il a chu ma chair. Oui, parce que dans un certain milieu... Parce que dans un certain milieu, choir, ça s'apprend. Il y a les cours du choir. J'y suis allé. Ils vous apprennent à choir en 3 choirs. Alors vous avez le pré-choir. C'est-à-dire c'est l'instant qui précède le moment où l'on choit. Bon. Alors vous avez le choix proprement dit. Alors là, on choix on peut. On n'a pas le choix. Bon. Et une fois chu, vous avez l'après-choir. Alors moi, j'ai eu des après-choirs difficiles, parce que je ne pouvais même plus m'asseoir. Alors comme au bout de 3 choirs, je n'ai toujours pas fichu de bien choir, j'ai laissé tomber. Alors je rencontre mon père, en sortant, mon père me dit, allez, choix un peu devant moi, que je vois où tu en es sur le plan choir. Bon. Enfin, j'étais pas chaud, bon, enfin, je me laisse choir. Il me dit, oh, mais c'est pas que tu chois mal, mais tu chois raide. Il me dit, choix souple, choix comme un chat. Il me dit, regarde un chat choir, il choit comme lui et tu choiras bien. Parce qu'un chat, c'est choir. Un chien aussi, c'est choir, mais moins bien qu'un chat. Ah si, un jour, j'ai vu un chat choir sur un chien, un chiot, un chouchou. Un petit chouchou qui court après une poule qui venait de choir d'un perchoir, vous savez.
À la suite de tout un concours de circonstances, enfin, trop noir, c'est-à-dire que la poule avait vu choir un mouchoir d'un séchoir. Affolée, elle avait chu d'où elle était perchée. Et alors le chiot, voyant la poule choir, s'était lancé à sa poursuite. Alors... Oui, attendez, le plus chouette, c'est la chute. Et alors le chiot a chu, le chat a chu sur le chiot, et ben le chouchou a moins bien chuchu que le chacha. Chichi. Je vais vous faire une petite sonnerie. L'attaque. On prend à chaque fois qu'il y a des... L'attaque. Excusez-moi. Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souvenant scléron. Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque et l'ennemi a attaqué. Alors il a pris un boulet dans le pavillon, il a avalé l'embouchure. Ça pardonne pas, hein. Alors quand on a rapporté son clairon à sa veuve, elle a dit « Mais quelle idée aussi d'aller faire de la musique dans un moment pareil. » Je ne se rendais pas compte. Alors, mon père a repris le flambeau, parce que nous sommes tous clairons de père en fils. Et mon père a fait toutes les guerres en tant que clairon. D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle sonnerie. Il les a toutes faites. Il a sonné toutes les attaques de la guerre 14-18 et toutes les retraites de la guerre 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit, dites-donc. Le destin, il ne faut pas se tromper de sonnerie, parce qu'il y a sonnerie et sonnerie. Bon, exemple. Ouvrez le banc, c'est ça. Bon, etc. Bon. Fermez le banc. C'est la même chose. Alors le soldat qui n'a pas entendu qu'on ouvrait le banc, quand on le ferme, il croit qu'on l'ouvre. Et il attend qu'on le ferme. Alors quand on l'ouvre à nouveau, il croit que c'est la fermeture et il rentre chez lui. Ben, c'est comme ça qu'on perd les guerres, c'est tout. D'ailleurs les clairons, hein, pardonnez-moi l'expression, ils sont tous un peu sonnés. Bon, mon voisin, c'est mon professeur de clairon en plus. Bon, déjà pendant la guerre, il était porte-drapeau. Il a tellement pris l'habitude de brandir un drapeau que depuis qu'il a plus de drapeau, il brandit plus, dites. Il est hébété, il est comme... Parce que l'homme qui brandit plus, il est hébété, il est comme ça. Alors quelquefois, j'entends sa femme qui lui crie, mais brandis autre chose. Non, c'est un drapeau, rien. Elle lui crie, accroche un drap blanc au bout d'un manche à balai, brandis-le. Alors lui, capituler, jamais. Puis il n'entend pas ce qu'il joue. Il n'a pas d'oreille. Alors quand il me donne une leçon, quand il joue, ça donne ça. Alors il me dit, voulez-vous me prêter une oreille attentive? Parce qu'il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. Ah ben c'est faux, c'est faux. Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux, hein. Eh ben parce que vous avez les phrases toutes faites comme ça, les phrases. J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Non mais franchement, je n'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins sortir. Il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça, évidemment. Dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Parce qu'il sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dites donc. Hein, des cris et des chuchotements, hein. De quoi vous faire dresser l'oreille. Alors le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu, que ce que joie est triste. N'est-ce pas? Joie, tu vois.
Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il oie. Oyons-nous? Vous oyez, ils oient. C'est bête, hein? Loi, oie. Et loi, loi. Ce que nous oyons, loi, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors. Louis de loi, ah oui. Pour peu que loi appartienne à Louis, alors là. Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui? Et qu'à oui, Louis de loi de Louis? Et là, oui, ce que tout toi voit. Et quoi, tout toi? Eh bien, tout toi voit quand mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi voit, ouah, quelle loi, Au passé, ça fait jouir. Jouir, il n'y a vraiment pas de quoi. Enfin. Je voudrais comment vous dire, parce qu'il y a beaucoup de mimes. Mes camarades, parce que j'en ai fait beaucoup, et puis c'est des gens qui ont un talent fou, c'est vrai, et puis je les adore. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à s'oublier pour être un autre, etc. Bon. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quelquefois, on dit qu'un artiste sait tout faire. On dit, il sait tout faire. J'ai entendu ça, moi, il sait tout faire. Un mime sait tout faire. Bon, c'est moi. Mais un mime ne peut pas tout faire. Un jour, je devais mimer quelqu'un qui n'a rien à faire. Eh bien, j'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça ne peut pas se faire. Et depuis, je ne pouvais pas le dire que je ne pouvais pas le faire, parce que le personnage qui n'avait rien à faire, en plus, n'avait rien à dire. Et le directeur m'avait bien spécifié, il m'avait dit, surtout, pensez bien à ce que vous avez à faire, c'est-à-dire, en fait, pensez à rien. Et il avait ajouté, surtout, ne le dites pas. Et je lui avais donné ma parole de mime que je ne dirais rien. Alors, je suis entré sur scène, comme ça, et j'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Il suffit pas de le dire. Et paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens disaient « Qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public n'est pas fou. Il voyait bien que je faisais quelque chose, mais comme c'était rien, ils se demandaient ce que j'étais venu faire. Et les critiques dans la salle voyaient bien que je ne faisais rien et que je le faisais bien. Et ils s'attendaient à plus. Et moi qui déjà ne faisais rien, je ne pouvais pas faire moins. Les gens dans la salle, eux, qui ne voyaient rien, ils ont commencé à trouver à redire. Et vous pourrez au moins faire un geste. Avoir un bon mouvement. Alors ce que voyant, moi j'ai fait le seul geste que pouvait se permettre quelqu'un qui n'a rien à faire, sans qu'on dise il en fait trop. J'ai fait un geste d'impuissance. J'ai fait... Alors les gens dans la salle, qu'est-ce qu'il dit? Alors là j'ai rompu le silence, j'ai dit mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là? Le directeur, rideau! Non seulement je paye un mime à ne rien faire et il ne le fait pas, mais en plus, il ne tient pas sa parole, il parle. Il m'a dit, monsieur, vous n'êtes même pas bon à rien. Alors, le lendemain dans la presse, quand on dit les critiques, ben, comme j'avais rien fait, ils n'ont rien dit, mais en bien. Vous savez, quelquefois on dit, il y a des choses qu'on n'explique pas, il y a des choses inexplicables, il y a des choses dont on n'ose pas parler tellement elles sont étranges. Il y a quelques fois, je leur dis... Oh bah oui, il vaudrait mieux, oui. Écoutez, il y a quelques jours, je rentrais chez moi, et quelle heure pouvait-il être? 2 heures du matin? Ah. Oui, à peu près. Il y avait un brouillard, mais un brouillard à couper au couteau. Et alors tout d'un coup, j'entends « Fils d'Abraham !» Fils d'Abraham! Comme j'étais tout seul, je dis « Oui !» Je dis « Qui êtes-vous »
Et j'entends une voix lointaine, « Je suis Jéhovah !» Comme il n'y avait pas de témoin. Je lui dis, « Je vous écoute !» La voix me dit, « Tu es bien le fils d'Abraham ?» J'ai dit, « Entre autres. » J'ai dit, « Je ne suis pas le seul. Ben, nous sommes tout un peuple à être le fils d'Abraham. » Et la voix me dit, « Justement, c'est un appel au peuple que je viens de lancer. » Mais j'ai dit, « Pourquoi moi ?» Il me dit, « Parce qu'on n'a trouvé personne d'autre. » Bon, enfin. Il me dit, « Voilà, je voudrais te mettre à l'épreuve comme j'ai mis jadis ton père à l'épreuve. » J'ai dit, « Le père de Vos ?» Il dit, « Non, le père Abraham. » Ah, j'ai dit, « C'est cette histoire ancienne ?» Il me dit, « Oui, t'en souviens-t-il ? J'avais promis à Abraham une descendance innombrable, des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, tout un peuple, à condition qu'il me sacrifiât son fils. » J'ai dit, « Je sais, il l'a pas fait. » Il me dit, « Non, parce qu'au dernier moment, ma main a retenu son bras. » J'ai dit, « Vous avez eu là un beau geste. Sans ça, je ne serais pas là. » Alors la voix me dit, « Voilà, je voudrais te soumettre à la même épreuve, sacrifie-moi ton fils. » J'ai dit, « Vous tombez mal, j'ai pas d'enfant. » Ah, il me dit, « C'est pas ce qu'on m'avait dit. » Enfin, bon, enfin... Il me dit, « Ça fait rien, sacrifie-moi ta femme. » J'ai dit, « Là, d'accord. » J'ai dit, « Il faut que je lui en parle. » Ah, il me dit, « Dis-lui bien que c'est pour la bonne cause. » Je lui dis, « Êtes-vous sûr que ce soit la bonne? Parce que déjà que je l'ai épousée pour le bon motif, or c'était pas le bon. » Il me dit, « De toute façon, au dernier moment, ma main retiendra ton bras. » J'ai dit, « Vous pouvez me signer un papier. » Il me dit, « Ce qui est écrit est écrit. » Alors j'en ai parlé à ma femme. Elle l'a très mal pris. « Ouais, tu me mets le couteau sous la gorge. Déjà que je me suis sacrifié pour toi, si en plus il faut que je me coupe en quatre pour ta famille. » Je dis, « Enfin, te rends-tu compte d'une sacrée promotion? Moi, un fils de famille, devenir le père du peuple. » Elle a compris, elle a compris. C'est elle-même qui a armé mon bras. Elle m'a dit, « Vas-y, vas-y. » Elle m'a dit, « Tu es sûr que Dieu est derrière toi? » Il est là, il est là. Je sens son souffle. Elle m'a dit, « Alors pourquoi hésites-tu? » Je lui ai dit, « Parce que je ne suis pas sûr que sa main soit assez forte pour retenir mon bras. » Je vais vous dire, on se rend pas compte, mais on commet des petits forfaits qui sont quand même, assez affreux finalement. Écoutez, hier soir, je suis entré dans une auberge pour y dîner. Alors sur la carte, il y avait marqué poussin rôti. J'ai commandé un poussin rôti. Et j'ai vu arriver un petit poussin dans une assiette. Aïe, j'en ai fait qu'une bouchée dans mon gros ventre. Un petit poussin. Vous avez déjà vu un petit poussin? C'est mignon à croquer. C'est une petite boule jaune comme ça fait cuit. Il n'était pas cuit. Et je l'ai mangé dans mon gros ventre. Ça aurait été une vieille poule encore. Une dure à cuire. Elle a vécu, elle a fait son temps. Mais un petit poussin, il vient net et hop dans le ventre du monsieur. J'aurais mieux fait de me faire cuire un œuf. Ça ne vaut guère mieux. Ah, ça vaut guère mieux, parce que, à chaque fois qu'on va se faire cuire un œuf, c'est comme si on envoyait un poussin se faire cuire. Ah, et qu'est-ce qui fait le poussin? C'est l'œuf. On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Parce qu'il y a quand même ce dilemme que chacun connaît. Qu'est-ce qui fait l'œuf? C'est la poule. Et qu'est-ce qui fait la poule? C'est l'œuf. Alors là, la question est, qui a commencé? Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Ça peut pas être le coq, les coqs ne pondent pas d'œufs. Quoi qu'il n'y ait pas de poule sans œufs. Sans œufs, les coqs. Oui. Comme il n'y a pas de coq sans ailes. Sans ailes, les poules. Oui.
bah oui. Ah bah oui. Ah bah sans elle. Eh ben sans elle, il n'y aurait plus ni coq, ni poule, ni poussin. Et puis ce serait tant mieux parce que j'aurais mangé autre chose. Eh ben j'aurais mangé du veau. Un petit veau. Un vieux bœuf encore bon. Il a vécu, mais un petit veau. Vous avez déjà vu une petite tête de veau? À la vinaigrette. J'aurais mieux fait de manger un œuf, parce que comme on dit, qui mange un œuf mange un bœuf. Parce qu'on m'a demandé de faire un discours, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve, ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, 2 fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Bon, allez. Parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. Parlons de la situation, tenez, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Les mimes me surveillent. Dans la neige jusque-là. Le blizzard. Blizzard. Moi j'ai dit blizzard, oui vous avez dit blizzard. Tiens, comme c'est blizzard. J'arrive devant la porte d'un igloo. Le tout à l'igloo. Je frappe à la porte de l'igloo. Vous avez déjà frappé la porte d'un igloo? Quand la neige est molle, vous avez le bras qui passe au travers. Alors à l'intérieur, il y a l'esquimau, un primitif. Quand il voit dépasser une main, il dit « Entrez !» J'entre. Atmosphère glaciale. Où puis-je m'asseoir? Sur la banquise. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais savoir où est le pôle. Paul Émile. Ah, Victor, c'est ça. De la part de Bijard. Bijard. Moi, j'ai dit Bijard. Oui, vous avez dit Bijard. Tiens, comme c'est Bijard. Ah, ma cigarette est éteinte. Vous avez du feu. Alors l'autre primitif avec un glaçon dans chaque main. Zim, zim. Je dis, ça ne prend pas. Effectivement, ça n'a pas pris. Heureusement que j'ai mes amulettes. Alors l'autre primitif, éteignez votre cigarette, vous allez faire fondre la maison.
Oh, vous avez fait un trou dans la moquette.